1500 agences bancaires fermées en France en à peine 3 ans. Le discours officiel parle de digitalisation de la relation client. Pourtant, la vraie raison, on la retrouve dans une étude chiffrée du cabinet McKinsey. En Europe, servir un client en agence bancaire coûte à la banque environ 350 $ pour environ 190 $ de revenus générés en face. En clair, votre banque perd de l'argent à vous servir. Et une agence qui ferme, concrètement pour vous, c'est un accès encore plus compliqué à un conseil qui se raréfie déjà. Voyez par vous-même, c'était quand la dernière fois que vous avez vu votre conseiller pour refaire le point sur vos placements? Et est-ce que vous savez ce que ça peut vous coûter sur le long terme de ne pas revoir vos placements régulièrement? On va répondre concrètement à cette dernière question dans la vidéo et le résultat risque de vous choquer. Depuis 2022, plus de 1500 agences bancaires ont fermé en France. Et ça n'est clairement pas un accident, c'est plutôt quelque chose de structurel qui est même en train de s'accélérer. Dans les 5 dernières années, ce sont plus de 3000 agences qui ont disparu, toutes enseignes confondues. Et ça n'est pas fini. BNP Paribas prévoit de fermer 30% de ses agences d'ici 2030. Le CCF, ex-HSBC France, vont fermer 72 de leurs 238 agences d'ici la fin de l'année. Et même les banques mutualistes qui ont longtemps été épargnées par ce phénomène suivent désormais le mouvement. Le groupe BPCE a fermé plus de 600 agences sur les 5 dernières années. Le Crédit Agricole, plus de 350. Et le Crédit Mutuel est passé de 85 fermetures dans la dernière décennie à 247 sur la période récente. Le discours officiel parle de digitalisation de la relation client et d'adaptation aux nouveaux usages. Mais la réalité, elle apparaît dans une étude chiffrée du cabinet McKinsey. En Europe, servir un client coûte à la banque 350 $ pour un revenu généré en face par client de 190 $. Concrètement, votre banque perd de l'argent à vous servir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gaëtan Perron. J'ai été conseiller bancaire pendant plusieurs années avant de me mettre à mon compte sans réseau bancaire derrière moi pour pouvoir accompagner mes clients en architecture ouverte plutôt que de continuer à fonctionner en circuit fermé. On m'appelle parfois CGP, conseiller en gestion de patrimoine, mais l'intitulé exact de ma profession, c'est conseiller en investissement financier immatriculé à l'ORIAS. C'est ce cadre réglementaire qui régit mon activité. Sur cette chaîne, je décortique les mécanismes que les investisseurs ne comprennent pas toujours. Alors si vous avez des sujets que vous aimeriez me voir aborder ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On retourne à la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est donc pas que votre agence ferme par manque de rentabilité de votre quartier ou de votre ville spécifiquement. C'est le modèle tout entier à l'échelle du pays qui ne tient plus. Et même quand votre agence reste ouverte, le problème n'est pas résolu. Un conseiller bancaire gère en moyenne entre 400 et 600 clients selon les établissements. Alors faites le calcul. Sur une année de travail, si vous retirez les congés, les tâches administratives, les réunions, les formations, la réalité c'est que ça ne laisse à peine que quelques heures par client et par an. Et en plus d'avoir ce temps limité, votre conseiller doit être expert sur tous les domaines. Le crédit, l'épargne, la banque au quotidien, les assurances, la prévoyance. Un conseiller sur qui repose autant de sujets différents ne peut par construction être pointu sur aucun ou très peu. Et ce que je vous dis là, je l'ai vécu de l'intérieur. Sur la partie épargne spécifiquement, les conseillers sont formés mais dans les grandes lignes. Ce qu'on va leur apprendre, ça va être la fiscalité des différentes enveloppes. On ne va jamais leur apprendre, par exemple, à construire une allocation d'actifs. En réalité, dans les faits, les conseillers sont même plutôt encouragés à proposer les allocations type proposées par la banque ou alors proposer de la gestion sous mandat. Ce qui ajoute encore des frais sur les frais qui sont déjà existants. Le résultat, c'est que même le conseiller qui a la chance de pouvoir conserver son interlocuteur attitré n'a dans les faits que très peu de chances de recevoir un bon conseil pour structurer son épargne. Si c'est un point que vous ne connaissiez pas et que ce genre de détails vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Ça aide également l'algorithme de YouTube à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin. Face à ces constats, certaines banques n'essayent même plus de résoudre le problème. Elles l'officialisent. Dans certains réseaux, avoir un conseiller bancaire dédié devient une option que vous payez en plus et non plus un service inclus dans le package de base. On peut par exemple citer le LCL et ses 6 millions de clients particuliers, qui ont décidé de scinder leur offre en 2 grandes formules. La formule LCL Easy, 100% digital, avec des frais réduits et pensée pour les clients autonomes. Et de l'autre côté, la formule LCL Premier, avec un conseiller dédié disponible 6 jours sur 7, mais plus onéreux, et réservé aux clients qui veulent un vrai accompagnement.
Chez BNP Paribas, ce service existe déjà. Vous devez payer 12 € par mois si vous souhaitez conserver un conseiller attitré. Sans ce forfait, vous avez toujours accès à un conseiller, mais ça ne sera jamais le même. Le message est le même dans les deux cas. L'accompagnement humain n'est plus une norme qui est inclue de base. Il devient une option à ceux qui sont prêts à payer pour l'avoir. Le truc, c'est que payer ne vous garantit rien sur la qualité des conseils que vous allez recevoir. Dans les faits, le conseiller auquel vous allez avoir accès à travers ces offres est le même que celui que vous aviez auparavant gratuitement. C'est le même à qui on demande d'être expert sur tous les sujets et qui gère également probablement plusieurs centaines de clients. Payer plus cher ne vous offre pas un accès à un expert. Ça vous achète simplement le droit d'avoir le même généraliste plus souvent au téléphone. Et ces deux réseaux ne font pas un pari isolé. Bain et compagnie estiment que les banques traditionnelles qui n'adaptent pas leur modèle risquent de perdre jusqu'à 25% de leurs produits nets bancaires d'ici 2030. Certaines projections évoquent même des parts de marché de la banque principale inférieures à 50% d'ici 5 à 7 ans. Alors si vous n'avez pas de conseil dédié, ou si le vôtre n'a jamais le temps de s'occuper de votre dossier correctement, voici la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous perdez réellement quelque chose? Parce que la réalité, c'est que ce vide n'a rien de nouveau. Selon le baromètre de l'AMF, l'autorité qui régule les marchés financiers en France, 49% des clients bancaires estiment déjà ne pas avoir assez de conseils et d'accompagnement de leur établissement bancaire. Et seulement 35% d'entre eux ont bénéficié d'un bilan épargne dans les 3 dernières années. Autrement dit, la moitié des clients qui ont déjà accès à un conseiller et une agence ouverte en bas de chez eux n'ont déjà quasiment aucun suivi réel. Ça n'est donc pas la bascule vers le digital qui va créer ce vide. Il existe déjà massivement. En revanche, il va s'amplifier dans les années à venir. Alors certains d'entre vous pourront me répondre qu'aujourd'hui il existe l'intelligence artificielle. Des simulateurs, des assistants virtuels ou des outils capables de répondre à des questions que vous leur posez. Honnêtement, pour un premier niveau de lecture, ça peut tout à fait avoir de l'utilité. Et c'est d'ailleurs exactement ce que fait le DiversiScore, le fameux outil que j'ai créé pour calculer le score de diversification de votre épargne, que vous pouvez retrouver en description et dans le commentaire épinglé. Mais un diagnostic n'a rien à voir avec un accompagnement sur les décisions qui comptent vraiment. Une réorganisation patrimoniale, une préparation à la succession, un changement de situation personnelle. Aucun outil ne remplace actuellement quelqu'un qui prend le temps de comprendre votre situation dans son ensemble. Et c'est exactement ce que je fais au quotidien avec mes clients dans mon cabinet. Alors si vous souhaitez échanger avec moi sur votre situation et sur vos problématiques, vous avez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour prendre rendez-vous directement avec moi. C'est gratuit et sans engagement. Alors ce que vous allez gagner par contre avec le passage au digital, c'est une baisse de vos frais bancaires. Parce que pour moi le vrai problème il se trouve précisément là aujourd'hui. Vous payez des frais bancaires classiques pour avoir un accompagnement. Mais dans les faits, on vient de le voir, cet accompagnement, il n'existe quasiment pas. Demain, la logique va s'inverser complètement. Ce même accompagnement, s'il existe encore, vous sera facturé en plus. Vous ne perdez donc rien de ce que vous aviez vraiment. Mais bientôt, vous allez probablement devoir payer pour la même absence de conseil. Et ça, très honnêtement, ça peut vous coûter très cher. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. En France, un contrat d'assurance vie, qui est l'enveloppe qui vous est vendue par défaut à tout le monde, comme la solution miracle à tous vos problèmes à chaque fois que vous passez la porte d'une agence bancaire, reste en moyenne ouvert pendant 12,8 ans selon une enquête menée par France Assureur. Du côté des frais, l'ACPR situe les contrats bancaires entre 2 et 3% de frais totaux par an. Sur les contrats les plus compétitifs qui existent sur le marché et que vous pouvez souscrire en ligne, généralement les frais d'enveloppe vont être autour de 0,5% par an et vous allez avoir un large choix d'ETF indiciels à bas frais, ce qui vous emmènerait généralement autour de 0,7% de frais totaux par an. Cet écart de frais sur la durée de 12,8 ans pour un capital investi initialement de 100 000 €, c'est plus de 42 000 € d'écart. Rien que sur les frais du contrat prélevés chaque année sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et ça, bien évidemment, c'est sans compter ce que vous allez devoir bientôt payer en plus pour avoir accès à un conseiller dédié. Alors concrètement, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire. Je pense que les agences bancaires vont petit à petit disparaître de nos paysages. Ça va prendre un peu de temps, mais ça finira par arriver. Et dans cet intervalle, il y a une chose que vous devez absolument comprendre. Les conseillers bancaires auxquels vous avez accès en agence ne sont absolument pas des spécialistes. Alors bien évidemment, ce serait complètement faux de dire qu'ils ne peuvent absolument pas vous aider.
Il y en a même certains qui sont passionnés par leur métier et qui sont très pointus sur certains sujets. Mais sur tous les sujets, c'est structurellement impossible. Et honnêtement, je parle en connaissance de cause. C'était mon métier il y a quelques mois encore. Et d'ailleurs, j'ai vraiment aimé travailler en banque, même si tout ne me convenait pas. Mais j'ai fait le choix de partir pour pouvoir me spécialiser sur l'épargne et pour pouvoir apporter à mes clients un vrai niveau d'expertise sur ce sujet précis. Les placements financiers et l'allocation d'actifs. Et pour être honnête avec vous jusqu'au bout, à l'inverse, il ne faut pas croire non plus que tout est rose du côté des conseillers en gestion de patrimoine indépendants au sens capitalistique du terme. C'est un milieu qui est encore très largement biberonné aux rétrocommissions et où les conflits d'intérêts peuvent se cacher à peu près partout. Et dans mon modèle aussi, d'une certaine manière. Même si de mon côté, je pousse de plus en plus vers ma solution orientée 100% aux honoraires. Parce que c'est le seul mode de rémunération où vous pouvez être sûr et certain qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. D'ailleurs, si vous voulez tout comprendre sur les différents modes de rémunération des CGP indépendants au sens capitalistique du terme, j'ai une vidéo à ce sujet qui est en cours de montage et qui devrait sortir la semaine prochaine. Je pense qu'elle va intéresser pas mal de monde et donc je vous invite à vous abonner et à bien activer la petite cloche si vous voulez être sûr de ne pas la manquer. En revanche, ce que je peux vous dire sur mon activité aujourd'hui, c'est que moi de mon côté je ne suis pas captif d'un catalogue imposé par une seule maison. Je choisis aujourd'hui mes partenaires et je le fais selon 2 critères. Le premier, bien évidemment, c'est leur qualité. Et le deuxième, c'est leur structure de rémunération. Je privilégie au maximum les partenaires qui rémunèrent sur l'enveloppe au total plutôt que sur les fonds vendus à l'intérieur de l'enveloppe, puisque pour moi, c'est ce qui limite le plus ces fameux conflits d'intérêts. Maintenant, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Que vous soyez d'accord ou non, il est probable que dans les prochaines années, votre agence bancaire finisse par fermer ou être beaucoup plus difficilement accessible. Et si vous comptez exclusivement sur votre conseiller bancaire pour avoir des conseils sur vos placements, votre patrimoine ou votre épargne, il est peut-être temps de commencer à regarder ce qui se fait ailleurs avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout ça, ça pose une question. Est-ce qu'on est réellement obligé de payer pour un accompagnement ou est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul ? Eh bien, j'ai consacré une vidéo entière à ce débat à partir d'un véritable échange sur Facebook entre un conseiller en gestion de patrimoine et un particulier. Vous pouvez cliquer juste ici pour la voir et la réponse n'est probablement pas celle que vous attendez. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.